Et donc, je vais vous parler de Urtrees. C'est un projet qui a commencé il y a 1 an et demi ici, et à l'Université de Strasbourg, qui mêle sciences participatives, sciences citoyennes et mesures d'arbres urbains avec de la photogrammétrie. Donc, je rejoins un peu le premier exposé et je sors un peu du contexte forestier pour explorer, on va dire, la foresterie urbaine, si on peut appeler ça comme ça. Donc, très rapidement, pour passer sur le contexte et les objectifs de ce projet Urtrees. Donc, je ne vais pas apprendre, c'est pas ici que je vais développer sur l'intérêt de la foresterie, de mesurer un petit peu ce qui se passe en forêt. Ça fait des dizaines, voire des centaines d'années qu'on collecte des données sur la forêt pour mieux comprendre l'évolution des arbres, avoir des modèles de croissance, la gestion des services écosystémiques ou des risques. On vient de voir l'exposé sur les incendies. Le problème, c'est que les cousins urbains de ces arbres qui sont en environnement naturel, en fait, sont beaucoup moins étudiés. On connaît beaucoup moins de choses sur eux, notamment on n'a aucun modèle de croissance qui soit vraiment ciblé pour des modèles d'arbres en environnement urbain, ce qui représente un peu un problème à l'heure actuelle où l'urbanisme va devoir faire face à tout ce qui est changement climatique, etc. Et on peut comprendre pourquoi les deux sont très différents. Les arbres n'ont pas le même accès à la ressource, que ce soit en lumière, en eau, la composition des sols, du polluant. Bien sûr, on peut penser à l'élagage, on peut passer à la compétition qui n'est pas du tout la même. Donc tout ça, ça fait qu'on a très peu d'informations au final sur les arbres urbains. Et dans ce contexte de réchauffement climatique et d'urbanisme à venir, on aimerait s'y intéresser et pouvoir obtenir des modèles de croissance, par exemple, de ces arbres. Donc ça veut dire collecter des données sur les arbres existants dans différents lieux, à une très grande échelle, à grande échelle, on va dire, géographique et aussi en termes de quantité de données, pour justement développer des modèles de croissance de ces arbres urbains et évaluer tous les services écosystémiques, à la fois d'un point de vue écologique et financier, que ces arbres nous rendent, en fait. Et c'est aussi le moment de pouvoir sensibiliser des citoyens à leur environnement direct, donc des citoyens urbains et non pas en ruralité, pour les impliquer aussi dans des expériences scientifiques et dans des recherches autour de leur environnement. Donc collecter des données à grande échelle, c'est quelque chose qui est compliqué à faire d'un laps de temps assez court, ou alors c'est très très coûteux. Donc on a choisi la solution de se tourner vers les sciences participatives, et d'où la naissance du projet Urtrees. Donc on va utiliser, dans un échange, on ne va pas faire que utiliser les citoyens, mais on va leur donner des choses, mais on va utiliser des citoyens lambda pour récolter des données pour nous, avant de leur restituer un petit peu notre savoir. Donc l'avantage, quand on parle de sciences participatives, il y a des avantages et des inconvénients. Les avantages, c'est bien sûr qu'on va pouvoir avoir beaucoup de récolteurs de données, donc obtenir cette fameuse grande échelle de collecte de données à laquelle qu'on poursuit, et d'avoir aussi un suivi dans le temps, donc potentiellement de suivre un arbre sur 2 ans, 3 ans, 10 ans, pourquoi pas, et donc obtenir tout ce dont on a besoin pour avoir des modèles de croissance. Par contre, ça vient aussi avec des contraintes. Le citoyen lambda n'est pas forcément un chercheur ou n'a pas forcément accès à du matériel spécialisé. Donc il faut que quand on implique des citoyens dans ce genre de projet, il y ait une espèce de forme de simplicité qui apparaisse, à la fois dans le matériel nécessaire, soit à collecter les données, soit à les traiter, puis aussi dans le protocole d'acquisition, dans les interprétations qu'on peut faire des données récoltées, etc. Donc on a essayé de regarder un petit peu ces contraintes de simplicité et on est arrivé avec l'idée de pourquoi pas développer une application sur smartphone, donc qui soit libre et gratuite. Là on l'a développé en tout cas sur Android, on n'a pas de version iPhone pour le moment, mais qui permet d'étudier en particulier ces arbres urbains en vue d'estimer leur service écosystémique. Et donc dans ce sens-là, on prend pleinement l'autoroute qui est en train de se créer là autour des sciences participatives, en tout cas dans plusieurs États en Europe. Donc je vais vous parler un petit peu de cette application de smartphone qui s'appelle Urtrees. Donc rapidement, voici l'interface en fait de notre application. Donc sur la partie du haut, vous voyez un espèce de pipeline de mesure, en tout cas d'un arbre urbain. Donc on a un écran d'accueil avec un gros bouton « Commencer un scan ».
Et alors, commencer un scan, ça déclenche une petite procédure où on va demander à un utilisateur de prendre une vidéo d'un arbre. Donc, il va devoir filmer cet arbre avec deux seules contraintes, donc filmer en position verticale, et puis faire en sorte que le smartphone reste à peu près toujours au niveau de ses yeux. Et donc, l'utilisateur va prendre une vidéo de l'arbre en tournant autour, en filmant à la fois le tronc, puis la canopée. Une fois qu'il a enregistré cette vidéo, on va lui demander de positionner cet arbre sur un fond de carte en utilisant son GPS, en lui laissant la possibilité de le positionner vraiment où il veut. Donc ça va nous permettre de suivre des acquisitions dans le temps en regroupant plusieurs acquisitions en fonction de leurs coordonnées GPS. Et puis une fois que c'est fait, une fois que la vidéo et la position GPS ont été enregistrées par l'utilisateur, la vidéo part sur un serveur de traitement. Donc il y a des choses qui se passent sur ce serveur, et finalement l'utilisateur reçoit en retour à la fois une représentation 3D sous forme de nuage de points de l'arbre qu'il a scanné, et aussi 3 mesures clés qui seront utiles en tout cas pour tous les modèles qu'on prévoit de développer. Donc qui sont le DHP, le diamètre à hauteur de poitrine de l'arbre scanné, la hauteur totale de l'arbre, et une estimation du volume de sa canopée. Alors, dans le cadre des sciences participatives, un élément important, c'est de ne pas perdre ces utilisateurs, donc d'essayer de toujours les garder attirés par notre application. Donc, on a introduit de la gamification. Je n'ai pas le terme en français, mais donc à chaque scan effectué par un utilisateur, il va gagner des points. Il y a un système de niveaux, donc il va passer des niveaux. Il y a des petits challenges, il y a des quêtes journalières et des quêtes étalé sur une semaine en tout cas, avec un petit championnat. Donc plus vous avez de points, vous pouvez regarder votre position dans un classement et plusieurs succès à débloquer. Et donc maintenant, ça c'est pour le côté utilisateur. L'utilisateur doit enregistrer une vidéo d'un arbre, voilà, faire le tour de l'arbre en filmant notre arbre. Une fois qu'il a fait ça, la vidéo part côté serveur. Et là, il y a tout un pipeline qui s'exécute automatiquement. Donc la première étape, c'est de cette vidéo, on va extraire un certain nombre de frames, donc un certain nombre d'images issues de cette vidéo. À l'heure actuelle, on en prend 200, ce qui nous a, après des tests empiriques, semblé être le meilleur compromis entre rapidité d'exécution et qualité des reconstructions. Ces 200 frames, on va ensuite les passer à la moulinette du Structure from Motion, donc qui permet de reconstruire un nuage de points 3D dense à partir d'un ensemble d'images. Et donc ce nuage de points 3D, c'est la troisième étape, il va falloir le traiter. Finalement, on a reconstruit un nuage de points de notre arbre et de son environnement, il va falloir traiter ça. Donc le Structure from Motion, il faut savoir qu'on n'a pas de mise à l'échelle de ça, donc on n'est jamais assuré, quand le nuage de points est reconstruit, qu'une unité dans l'espace 3D corresponde à 1 mètre. Donc la première chose qu'on fait dans notre pipeline de traitement, ça va être d'une part d'aligner notre nuage de points, donc d'aligner le zénith avec l'axe Z de notre espace 3D, et de pouvoir le remettre à l'échelle. Donc pour ça, on utilise le fait que l'utilisateur tient son smartphone à hauteur des yeux, et on demande en plus la hauteur de l'utilisateur pour avoir, avec une petite règle allométrique, finalement la hauteur du smartphone par rapport au sol. Donc cette première étape, une fois qu'on a remis notre nuage de points à l'échelle, on va pouvoir effectuer des mesures, cette fois, qui seront à peu près dans le même espace métrique que la réalité. On va ensuite faire une pré-localisation du tronc de l'arbre. Donc pour ça, on va prendre une tranche à hauteur de poitrine, à 1,30 m. On va faire une pré-localisation avec une transformée de œuf, puis on va estimer le diamètre de notre arbre, du tronc de l'arbre, avec un fitting de cylindre. On utilisera en sac, typiquement. Une fois qu'on a notre arbre pré-localisé et son DHP estimé, on va segmenter également la partie haute de l'arbre. Donc pour ça, on va utiliser des contours actifs implicites. Je passerai sur les détails, vous pourrez poser des questions un petit peu plus tard. Et donc, une fois qu'on a segmenté notre arbre, il reste, vous voyez, dans le haut, là, je ne sais pas si c'est bien visible, mais au-dessus de mon arbre, j'ai encore quelques points de bruit qui sont dus à la reconstruction par Structure from Motion. Donc, on va nettoyer ces points de bruit avant de reconstruire une enveloppe de notre arbre pour estimer aussi le volume de la canopée de notre arbre.
Et alors, je passe très rapidement sur quelques résultats préliminaires qu'on a. Donc, sur la droite, vous avez des exemples concrets, donc des frames qui ont été tirés des vidéos d'utilisateurs, et la reconstruction 3D avec en rouge l'enveloppe qui a été reconstruite. Et sur la partie tout à gauche, vous avez la relation qui peut exister entre les mesures estimées du DHP et les mesures qui ont été faites sur le terrain. La colonne du centre, c'est les relations qui existent entre la hauteur estimée automatiquement par notre pipeline et la hauteur mesurée. Et donc sur la première ligne, c'est vraiment les résultats bruts. Donc là, on a pris une cinquantaine, voire un peu plus, je ne me rappelle plus exactement du nombre, d'individus. Voilà, qu'on a mesuré à partir de vidéos. On a lancé notre pipeline automatique. Et donc on voit qu'il y a une tendance quand même qui se dégage, une tendance qui suit bien la ligne 1.1, mais que finalement il y a plusieurs outliers qui viennent gêner ces résultats. Outliers qu'on pourrait demander, enfin on pense qu'on pourrait demander à l'utilisateur de dire si vous pensez que le DHP a été surestimé à plus de 50 cm, qui est une échelle qui est tout à fait détectable par un humain, si je pense que l'arbre que j'ai scanné en fait, il avait un diamètre d'à peu près 20 cm et que l'application me renvoie un diamètre de 1,20 m, je sais que sûrement il y a eu un problème. Donc si on demande à l'utilisateur en plus de filtrer ces points aberrants en fonction du DHP, on obtient les relations qui sont, que vous pouvez observer sur la ligne du bas, et donc là qui sont beaucoup plus proches de la ligne 1.1. On voit ici sur le DHP une régression qui a, sur un coefficient de à peu près 1 et un biais de 5 cm, avec un R carré de 0,7. Et sur la hauteur, on a peut-être qu'on surestime un petit peu encore que la régression se fait embêter par d'autres outliers, ici dans ce cas-là, et on obtient un R carré de 0,6. Si on regarde les chiffres, si on regarde l'erreur relative, on est à peu près de l'ordre, à la fois pour le DHP et pour la hauteur, en moyenne, et là je mets bien le terme moyenne, en moyenne autour de 10% de la réalité, ce qui, comparé aux approches existantes à partir de numérisation à bas coût, de smartphones ou autres, ces autres approches tournent plutôt autour de 20%. Donc là, notre étude permet à peu près de doubler, en tout cas, la qualité des estimations. Et je vais m'arrêter ici, puisque ça doit être à peu près le temps qui m'était imparti.